enduré beaucoup de choses et nous avons enduré à ses côtés. Cela fait longtemps pour tout vous dire, mais je pense que nous réalisons de belles avancées. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vais parler aujourd'hui de ce dont je me suis entretenu avec le président Poutine hier au téléphone et je pense que les choses avancent plutôt bien. Ça a commencé en Alaska, où certaines directives ont été débattues. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. C'était il y a un certain temps. Moi, je suis arrivé ici, j'ai hérité de cette situation. Nous allons voir si nous pouvons mettre un terme à cela. Il y a tellement de gens qui sont morts au cours de cette guerre. Nous allons y mettre un terme. Je voulais juste vous remercier tous et tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, avant que je ne commence, je vais peut-être demander au président de bien vouloir s'exprimer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci encore, Monsieur le Président. Merci pour cette invitation. Je vous félicite pour votre cessez-le-feu réussi au Moyen-Orient. Merci. Vous y êtes parvenu et je pense que c'est une bonne dynamique pour mettre un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Nous pensons que Poutine n'est pas prêt, mais j'ai bon espoir qu'avec votre aide, nous pourrons mettre un terme à cette guerre. On voit qu'ils n'avancent pas vraiment sur le champ de bataille, c'est une bonne chose. Ils essuient beaucoup de pertes sur le plan économique et en termes de vie. Nous sommes à un moment très important. Et je tenais à vous remercier, Monsieur le Président, suite à notre appel hier. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de grands groupes américains qui sont prêts à nous aider pour retoucher les infrastructures russes. Et grâce à la réunion avec votre équipe, eh bien, nous avons pu parler de défense antiaérienne, mais je vous expliquerai un peu plus en détail quelle est la situation. Merci beaucoup. Merci. Je trouve que cette veste vous va à merveille. Je pense que les gens l'ont remarqué. C'est très élégant, ça me plaît. Je vous en prie, poursuivez. Sous l'administration Biden, la Maison-Blanche avait peur d'une éventuelle escalade et n'autorisait pas les frappes ukrainiennes en territoire russe. Est-ce que votre administration va autoriser les frappes en profondeur en Russie, le président Trump? Nous allons en parler. Vous avez raison, c'est une escalade, mais nous allons en parler. Est-ce que le président Zelensky se joindra à vous pour votre rencontre avec le président Poutine en Hongrie? Écoutez, c'est un dirigeant que nous aimons. J'aime Viktor Orban et il me le rend bien. C'est un pays qui est sûr, il a fait de très bon travail, il était un très bon dirigeant, il a bien géré son pays. Il n'a pas nombre des problèmes que d'autres pays ont. Donc nous allons nous rendre dans ce pays avec Viktor Orban. Je pense qu'il nous accueillera très bien. Oui, effectivement, ce sera la Hongrie. Est-ce que ce sera seulement vous et le président Poutine? C'est encore à définir, mais je dirais que a priori, ce sera une double rencontre. Il y aura le président Zelensky qui sera en contact. Vous savez, il y a beaucoup d'animosité entre les deux présidents. Je pense ne pas exagérer en disant que c'est une situation très difficile. Vous voyez, nous venons tout juste de régler la guerre qui a duré peut-être 2000 ans, entre 500 et 3000 ans. Il y a beaucoup de personnes ici qui étaient avec moi dans cette salle où il y a beaucoup de dirigeants qui ne s'aiment pas, mais ils ont réussi à s'entendre. Ces deux dirigeants ne s'entendent pas. Et nous voulons que la situation soit agréable pour tout le monde. Donc il y aura peut-être 3 parties, mais ce sera séparément. D'où venez-vous?
Et si le président Poutine n'accepte pas une paix? Écoutez, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il acceptera. Je pense que le président Poutine veut terminer cette guerre. Je me suis entretenu hier avec lui pendant 2h30. Nous avons revu beaucoup de détails. Il veut mettre un terme à cette guerre. Je pense que c'est également le cas du président Zelensky. Maintenant, il faut s'y atteler. Alors j'adore vous poser des questions, mais aujourd'hui c'est une question pour le président Zelensky. Je vous en prie. Monsieur Zelensky, le président Trump vient tout juste de négocier un accord au Moyen-Orient dont tous les Américains sont très fiers. Les deux parties ont fait des concessions. Le président s'est vraiment investi. Quelles concessions concrètes êtes-vous prêt à faire par rapport à la Russie? Les Américains sont lassés des guerres à l'étranger et le président Trump veut mettre un terme à tout cela. C'est une question pour moi. Oui, monsieur le président Zelensky. Merci beaucoup. C'est une sacrée question. C'est beaucoup de questions en une seule. Merci beaucoup. Tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on s'assoie et qu'on discute. Deuxièmement, il faut un cessez-le-feu. Même là, vous le voyez, au Moyen-Orient, c'est très difficile de maintenir le cessez-le-feu. Et partout, dans toutes les guerres, c'est toujours très difficile. Nous voulons la paix. Poutine ne la veut pas. C'est pour ça que nous voulons appliquer une pression. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le président pour lui expliquer ce dont nous avons besoin. Nous savons ce dont nous avons besoin pour pousser Poutine à venir à la table des négociations. Et comme je le disais précédemment, nous sommes prêts à nous entretenir dans n'importe quel type de format, bilatéral, trilatéral, peu importe. La seule chose qui importe, c'est la paix. C'est important. On ne va pas parler de l'OTAN. Pour les Ukrainiens, c'est important. Alors, bien entendu, la décision nous reviendra. Ce sera aux alliés de décider de ce qu'il en est. Mais le plus important pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, qui chaque jour subissent ces attaques, c'est de vraiment pouvoir obtenir des garanties de sécurité fortes. Et l'OTAN est la meilleure organisation en ce sens. Mais les armes sont importantes également. Et pour nous, en bilatéral, des garanties de sécurité en bilatéral avec le président Trump, c'est quelque chose de très important. Alors, je ne sais pas, nous n'en avons pas encore parlé, mais c'est le document le plus important puisque les États-Unis sont très forts. Monsieur le Président, vous êtes l'intermédiaire actuellement dans ce conflit. Qui s'en sort mieux en termes de négociation, le président Poutine ou le président Zelensky? Je pense qu'ils s'en sortent tous les deux très bien. Il faut que ça se fasse. Il faut qu'on dissipe cette haine mutuelle. Vous savez, ils ne s'aiment pas. Mais c'est ce que je dis à l'un et à l'autre. Il y a beaucoup d'animosité. Et c'est pour ça qu'il faut régler cette guerre. Il faut un accord. Je pense qu'on va y arriver. Il faut que ce soit durable, voire éternel, comme je dis pour le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est une situation beaucoup plus compliquée. Il y a 59 pays qui ont participé. Tous les pays ont été d'accord. C'était épatant. Personne, la plupart des gens pensaient que ce serait impossible. Mais à mon sens, c'est quelque chose que nous allons réussir à faire. Alors, je me suis très bien entretenu hier avec le président Poutine. Je pense qu'il veut la paix. Lorsque nous étions en Israël avec le président Trump, en début de semaine, on a entendu parler de la différence de la diplomatie entre le président Trump et le président Joe Biden. Pour vous, quelle est la principale différence entre la politique étrangère du président Trump et du président Biden? Le président Trump a ici une occasion énorme de mettre un terme à cette guerre. Le président Biden n'est plus le président aujourd'hui, donc il n'a pas la possibilité de mettre un terme à cette guerre. Et le président Trump a vraiment montré au monde
qu'il pouvait obtenir un cessez-le-feu au Moyen-Orient. J'espère qu'il en fera de même pour nous et j'espère que ce sera une vraie réussite. Pour l'Ukraine, c'est une grande chance et j'espère que le président Trump pourra agir. Je dirais que la principale différence, c'est qu'il y en a un qui est extrêmement compétent et l'autre qui est d'une incompétence crasse. Monsieur, il y a quelques semaines à New York, lorsque vous êtes rencontrés, vous avez dit que l'Ukraine pourrait reprendre un territoire qui avait été conquis. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas? On ne sait jamais. Vous savez, la guerre, c'est très intéressant. On ne sait jamais. Guerre et paix, mais on ne sait jamais. Oui. La Russie a qualifié la fourniture de Tomahawk comme une escalade. Vous représentez qui? Vous êtes avec l'Ukraine. Mais la Russie a continué à utiliser des missiles de croisière. Et ce depuis 2022. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait l'occasion d'égaliser le score, pour ainsi dire, le fait de fournir ces missiles à l'Ukraine? Oui, écoutez, nous allons en parler, c'est pour ça que nous sommes ici. C'est une bonne question. Exactement comme si vous avez demandé de la poser. Mais nous allons en parler. Vous avez parlé d'Inde et d'Hongrie, c'est intéressant. C'est une combinaison intéressante. L'Inde achète du pétrole russe. L'Inde ne va pas acheter du pétrole russe. Et la Hongrie est coincée quelque part, puisqu'ils ont un oléoduc, un gazoduc qui est là depuis des années. C'est un pays qui est enclavé, ils n'ont pas de mer. Et c'est un très grand dirigeant qu'a la Hongrie. Il est très difficile pour eux d'obtenir tout cela. Et je comprends. La Hongrie est dans une situation très intéressante puisqu'ils ne peuvent pas avoir de port. C'est un pays qui est enclavé. Nous verrons. Mais l'Inde n'achètera pas de pétrole à la Russie. Ils ont déjà réduit leurs achats. Ils achetaient 38% du pétrole, mais ce ne sera plus le cas. Qui a aidé? Melania Trump vous a aidé à organiser le retour, le rapatriement d'enfants ukrainiens. Est-ce que vous êtes sensible à ces efforts? Est-ce que vous lui avez demandé d'intervenir? Non, elle voulait le faire. Pour elle, ces enfants c'est quelque chose de très important. Elle a fait vraiment du très bon travail. Vous savez que nous avons beaucoup d'enfants qui sont revenus. Certains disent que c'est 28 000, d'autres que c'est 300. Il y a une grande différence. Bon, personne ne sait vraiment ce qu'il en est. Et pour elle, c'était très important, ces enfants. Elle y pense constamment. Monsieur Trump, si vous acceptez la livraison de Tomahawk à l'Ukraine, que va-t-il se passer aux États-Unis s'il y a un conflit et qu'on a besoin de ces Tomahawks? Oui, c'est ça le problème. Nous avons besoin de Tomahawk, on a besoin de beaucoup d'autres choses que nous envoyons depuis 4 ans en Ukraine. Nous leur avons beaucoup donné. Alors aujourd'hui, la situation est différente. Bon, l'Union européenne paye beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Effectivement, il nous faut des Tomahawks et beaucoup d'autres armes, celles qui ont été envoyées en Ukraine. C'est pour ça que nous voulons mettre un terme à cette guerre, justement. Ce n'est pas simple pour nous. On parle ici d'un nombre très important d'armes puissantes. On espère qu'ils n'en auront pas besoin. Nous espérons qu'on pourra mettre un terme à cette guerre sans avoir à passer par les Tomahawks. Je pense qu'on en est assez près. Oui, je voulais juste comprendre. Alors, bien entendu, nous sommes ici pour mettre un terme à cette guerre. On n'utilise pas seulement des Tomahawks dans cette guerre. Si on veut cibler des objectifs militaires, il faut des milliers de drones. Et ça accompagne ce genre de missiles. L'Ukraine dispose de ces milliers de drones, mais nous n'avons pas de Tomahawk. C'est pourquoi nous en avons besoin. Mais les États-Unis
en produisent beaucoup. Les États-Unis disposent de Tomahawk et de missiles très puissants, mais ils peuvent également disposer de nos milliers de drones. C'est pour ça que nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons renforcer la production américaine. Si je comprends bien, Monsieur le Président, c'est que vous proposez une sorte d'échange. Si le président Trump donne le feu vert pour les Tomahawks, oui, c'est ça, il s'agit simplement de cibles militaires. Mais donc vous autoriseriez une sorte d'échange? Oui, bien sûr, nous avons des propositions. Nous avons une proposition très intéressante par rapport à nos drones. Monsieur le président Trump, je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de négocier un accord pour des armes ici, mais est-ce que ça vous intéresserait, les drones ukrainiens? Oui. Nous avons actuellement beaucoup de drones, nous construisons les nôtres. Nous achetons des drones à d'autres acteurs, mais ils font de très bons drones. Et la guerre par drone a vraiment pris le devant de la scène ces dernières années, du fait de cette guerre. Moi, je dirais qu'il n'y a rien qui ne vaut les chasseurs. Ça a été le cas, par exemple, pour Israël. On a vraiment détruit ces drones avec des chasseurs. On sait beaucoup de choses sur les drones, mais également on a tous ces chasseurs, notamment les furtifs qui sont indétectables. Nous avons beaucoup d'armes puissantes, mais j'ai également une obligation, c'est que l'on soit prêt comme pays, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. En guerre et en paix, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc nous allons parler des Tomahawks, mais on préférerait qu'il n'en ait pas besoin. On préférerait que la guerre se termine, pour tout vous dire. Parce que nous sommes ici pour mettre un terme à cette guerre. On vend beaucoup de types d'armes différentes, comme vous le savez, à l'Union européenne. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous sommes ici parce qu'on perd des milliers de personnes chaque semaine. La Russie, l'Ukraine, ce sont surtout des soldats. Nous sommes ici pour mettre un terme à tout cela, rapidement. Et je me suis vraiment très bien entretenu hier avec le président Poutine. C'était très productif. On verra ce qui va se passer. Mais la guerre au Moyen-Orient était beaucoup plus compliquée. Mais je pense que nous avons de bonnes perspectives. Je pense que c'est ce que veut le président Zelensky ainsi que le président Poutine. Maintenant, il faut juste qu'ils s'entendent. Vous pouvez nous faire un point sur les négociations commerciales avec la Chine? Oui, je laisserai Scott s'en occuper. Mais je pense qu'on s'en sort très bien. On avance bien avec la Chine. Nous allons nous rencontrer d'ici 2 semaines en Corée du Sud. J'y serai. Non, je trouve que ça avance. Ils veulent nous rencontrer. On aime se rencontrer. Moi, j'ai une très bonne relation avec le président aussi. On verra ce qui se passera. Et pendant des années, on a profité de nous, nous avons perdu des milliards de dollars par an. Quand on y pense, on a un petit peu aidé à construire leur armée. Les présidents ont permis cela, c'était fou. Et moi, quand je suis arrivé en fonction, quand j'ai pris mes fonctions, j'ai mis en place les droits de douane. On a récupéré des milliards grâce aux droits de douane sous mon premier mandat. Et Biden a supprimé cela. Il a laissé la situation continuer. Mais quand nous sommes revenus, ce n'était pas pareil. En fait, il accorde des exceptions pour tout. Mais j'ai introduit des droits de douane très forts. Nous avons engrangé des milliards de dollars. Ensuite, j'ai quitté mes fonctions. L'élection a été truquée. Bon, le reste, c'est de l'histoire ancienne. Je suis de retour. Et maintenant, nous sommes dans une position de force grâce à ces droits de douane. Grâce à ces droits de douane. Si ce n'était pas le cas, nous serions dans une position très faible. Nous serions un État affaibli. Mais avec ces droits de douane, nous avons récolté des centaines de milliards de dollars, non seulement de la Chine, mais également d'autres. Maintenant, la Chine veut parler et nous voulons parler à la Chine. Nous avons une très bonne relation et nous nous rendrons en Corée du Sud d'ici 2 semaines. Je reviens tout juste d'un long voyage. Je vais repartir sur une autre odyssée. Scott, est-ce que tu veux en parler?
Oui, les deux dirigeants ont une très bonne relation. Alors il y a eu une escalade que nous n'avons pas provoquée la semaine dernière. Bon, il y a eu des rencontres entre les représentants. Et moi, je m'exprimerai ce soir, vers 20h30, 21h. Et il y a une rencontre de la délégation en Malaisie pour organiser la rencontre des deux présidents. Donc je pense que les choses se sont désamorcées. Nous espérons que la Chine nous montrera le respect que nous lui avons montré. Et je pense que grâce à ses relations avec le président Xi, le président Trump obtiendra le résultat. Est-ce que vous espérez un accord, une sorte d'accord commercial lors de votre rencontre avec le président Xi? Écoutez, je pense que nous sommes vraiment en position de force. Comme vous le savez, à compter du 1er novembre, je peux rehausser les droits, des droits de 100% en plus de ce qu'il y a déjà, ce qui ferait 157%. La Chine ne souhaite pas cela. Ils veulent nous parler, et nous parlons, et je pense que nous signerons un accord qui sera bon pour les deux parties. Nous allons faire quelque chose, mais vous savez que on n'obtenait jamais rien de la Chine, c'était seulement dans un sens, pendant des décennies. Et ils se sont enrichis grâce aux États-Unis. Et pour tout vous dire, les présidents qui disaient on va être gentils ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Et moi j'ai compris bien avant de me lancer en politique. J'étais sidéré de voir à quel point ce pays était stupide, à quel point ses dirigeants l'étaient. Mais ce n'est plus le cas. Ça inclut l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud. Tout ce qu'on va faire, c'est d'être traité justement ou équitablement. Mais ça représente des centaines, voire des milliers de milliards de dollars qui rentrent dans le pays. Notre sécurité nationale est assurée grâce à ces droits de douane. Si on ne les avait pas, on n'aurait pas de sécurité nationale. Donc c'est très important. Vous pensez que la Chine peut aider à mettre un terme à la guerre en Ukraine? Nous en parlons, mais j'adorerais que ça se termine avant. Je pense qu'on a une chance ici de terminer cette guerre rapidement. Si on fait preuve de souplesse, et je le redis, nous, on ne perd pas de compatriotes. On nous paye pour les munitions, pour les missiles que l'on envoie à l'Union européenne. Pas à l'Union européenne, mais à l'OTAN. Et c'est très proche. Nous avons signé un accord commercial très équitable avec l'Union européenne et nous avons également signé un très bel accord avec l'OTAN. Ils payent tout cela. Mais ce n'est pas pour ça que nous participons. Nous voulons mettre un terme à cette guerre puisqu'il y a des milliers de vies perdues chaque semaine. C'est pour ça que nous participons. Et je pense qu'on a une très belle chance ici de conclure cette guerre. Je pense que votre vice-président a fait du très bon travail, tout le monde sera d'accord. Je connais le coût humain de la guerre. Il y a souvent des présentateurs de télévision qui parlent de la guerre en des termes abstraits plutôt que de parler du coût humain. Moi, je pense qu'il faut que se rencontre. C'est un petit groupe de personnes, le président, le président, le président. Les trois présidents. Moi, je suis le président médiateur. Et je suis médiateur dans une situation qui est épineuse. Et c'est beaucoup plus simple quand les gens se comprennent, lorsqu'ils s'apprécient mutuellement, ce qui n'est pas forcément le cas. Peut-être que la situation peut s'inverser. Mais dans le même temps, on va essayer de garder un petit peu de distance et voir ce que l'on peut faire. Ce sera la numéro 9. J'ai résolu, y compris le Moyen-Orient. Je me disais que ce serait la guerre la plus simple. Le président Poutine m'a parlé hier des différentes guerres, il m'a dit que c'était incroyable. Mais ce qui l'a vraiment étonné, cette grande guerre que l'on a réussi à terminer, c'est celle du Moyen-Orient. Il était vraiment surpris.
Celle-ci est simple, on devrait pouvoir régler le problème. Je pense qu'on parviendra à un accord. Donc vous entrerez dans l'histoire comme pacificateur, cela ne fait aucun doute. Écoutez, nous avons résolu 8 autres guerres. C'est dingue. Parce que les gens me disent à chaque fois, si vous arrivez à résoudre cette guerre, j'ai résolu 8 guerres. Le Rwanda et le Congo, l'Inde et le Pakistan. Regardez la Thaïlande. Regardez toutes les guerres que nous avons résolues. Et à chaque fois, les gens me disent, si vous résolvez la prochaine guerre, vous allez obtenir le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, c'est une femme très sympathique qui m'a dit ça. Je ne sais pas qui c'était, mais elle était très généreuse. C'est la dame qui a reçu le prix Nobel. Donc, tout cela m'importe peu. Moi, je veux juste sauver des vies. Et ce sera la numéro 9. Mais à chaque fois que je résous une guerre, on me dit, monsieur, si vous résolvez encore une guerre... Bref, moi de ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais eu aucun président qui a résolu une guerre. Bush a commencé des guerres, beaucoup de ces présidents ont commencé des guerres, mais ils ne les résolvent pas. Notamment des guerres qui n'ont rien à voir avec nous. Quasiment toutes ces guerres n'avaient rien à voir avec nous. Mais moi, j'ai sauvé des dizaines de millions de vies. Le président du Pakistan a dit que j'avais sauvé des millions de vies après avoir intercédé pour le Pakistan. Donc si on regarde l'exemple de l'Inde du Pakistan, ça aurait été terrible. 2 nations nucléaires. Donc c'est a priori c'est la dernière guerre, quoique j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une attaque en Afghanistan. Ça sera simple de résoudre celle-là après avoir fait ce que j'ai fait. Après je m'occuperai des États-Unis, mais vous savez, j'adore résoudre les guerres, j'adore empêcher que les gens se fassent tuer. Et moi j'ai sauvé des millions et des millions de vies. Et je pense que nous allons réussir sur cette guerre. Monsieur le Président Zelensky, vous avez l'air très en forme. Merci, monsieur. Comment est-ce que vous vous sentez assis face au président par rapport à vos précédentes visites, notamment lorsque vous l'entendez dire qu'il a résolu des guerres par le passé? The same suit because the same president. It's very simple. The next president will have c'est le même président, alors c'est le même costume, le prochain président aura un autre costume. President Trump, I think we have alors pour ce qui est de notre relation avec le président Trump, I think we begin to understand each other. Je pense qu'on commence à se comprendre. Yes, and I know that president is briefed. Et je sais que le président est très bien briefé sur la situation sur le champ de bataille. Il sait beaucoup de choses sur ce qui s'y passe en Ukraine. Et je pense que ça nous aide vraiment. Quand on connaît beaucoup de choses, qu'on a beaucoup de détails sur une guerre ou une autre, c'est très utile. Mais nous sommes encore en guerre. Vous avez parlé de l'Espagne? Non. Non, l'Espagne n'a pas été fidèle à l'OTAN. C'est le seul pays. Comme vous le savez, on était à 2%, ils sont tous passés à 5%, mais l'Espagne était en désaccord avec cela. Je pense que l'Espagne devrait recevoir un blâme. C'est dommage qu'ils aient fait cela, mais bon, c'est leur choix. Cela regarde l'OTAN et l'Espagne. Ils ne peuvent pas être expulsés de l'OTAN? Vous voulez dire c'est une question? Non, a priori, ils ne peuvent pas être expulsés d'après le traité. Il y a beaucoup des autres pays qui sont de l'Union européenne et qui ne se plaignent pas. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre la dynamique du Moyen-Orient? Oui, je pense que oui. Je pense qu'on a une vraie dynamique, une vraie crédibilité. Depuis le Moyen-Orient, personne ne pensait qu'on y arriverait. Personne ne pensait qu'on pouvait résoudre cette guerre et nous avons réussi.
Mais cela fait suite notamment aux coups très forts qu'on a portés à l'Iran sur leurs installations nucléaires. C'est une manœuvre militaire incroyable avec les B-2 et bien d'autres avions qui participaient, mais les B-2. Et je pense que personne ne s'attendait à ce que cela se fasse. Vous savez, il y a 59 pays qui participent. Ce sont des pays très divers. Des pays arabes, musulmans, les juifs, les chrétiens. Beaucoup de pays étaient impliqués. Et nous y sommes parvenus assez rapidement, après avoir planté le décor, pour ainsi dire. Et je pense que nous avons bien planté le décor ici aussi. En tout cas, la table de négociation est prête. Ce sera un honneur d'y parvenir. Le peuple ukrainien est formidable, le peuple russe également. Ils ont bien entendu beaucoup en commun, comme nous le savons. Ce sera un honneur de régler tout cela. Par rapport au Venezuela, il y a des personnes qui ont survécu aux frappes sur les bateaux. Qu'est-ce qu'il advient de ces personnes? Marco? Ça fait partie de nos opérations en cours contre le trafic de stupéfiants. Pour ce qui est des informations concernant les dernières frappes, nous ne sommes pas disposés à vous communiquer des détails. Nous vous communiquerons ces informations plus tard. Il s'agissait de frappes létales. Ce sont des frappes contre des terroristes, des narcoterroristes. Soyons clairs. Mais pour ce qui est des détails des opérations récentes, lorsque nous serons prêts à vous communiquer davantage de détails, vous aurez peut-être quelque chose plus tard aujourd'hui. C'était un sous-marin, c'est bien cela. Nous avons attaqué un sous-marin. C'était un sous-marin qui transportait des stupéfiants, qui avait été donc construit spécifiquement pour le transport de quantités phénoménales de drogue. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des sous-marins. C'était une attaque contre un sous-marin qui était chargé de drogue. Monsieur Zelensky a dit hier que la menace des Tomahawks a amené le président Poutine à la table de négociation. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il attire à la table de négociation. Je pense qu'il veut passer un accord. Moi, je vais vous dire, bien entendu, il y a cette menace. La menace reste là. Les Tomahawks sont des armes très dangereuses, ce sont des armes incroyables. Si vous aimez la guerre, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Nous avons envoyé 30 Tomahawks en Iran. Nous avons tiré 30 Tomahawks depuis un sous-marin qui était assez éloigné du pays, mais ce sont vraiment des armes épatantes, des armes très puissantes. Mais elles sont très dangereuses. Mais il pourrait y avoir une escalade. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui pourraient se passer. Le Tomahawk, c'est une sacrée arme. Mais nous ne voulons pas non plus céder des choses dont nous avons besoin pour protéger notre pays. Nous sommes actuellement un pays très fort, nous avons une armée très forte, l'armée la plus forte du monde, nous avons les meilleures armes du monde. Moi, je veux terminer cette guerre. Que pensez-vous du tunnel Trump-Poutine pour connecter, pour relier l'Alaska à la Russie? Oui, c'est intéressant. Je viens tout juste d'entendre parler. On vient tout juste de terminer une belle route en Alaska qui va nous emmener vers pas mal de minerais. Écoutez, c'est sorti hier, un tunnel entre la Russie et l'Alaska. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Qu'en pensez-vous? Vous aimez l'idée? Non, cette idée ne me plaît pas. Ouais, je pense pas que ça vous plairait. Vous vous souvenez, nous avions une sénatrice de l'Ohio qui voulait un tunnel entre les États-Unis, la partie continentale et Hawaï. C'est une sénatrice démocrate en exercice. Donc maintenant, elle veut un chemin, elle veut une voie de chemin de fer vers Hawaï. Par rapport à votre rencontre avec Poutine, est-ce que vous ne vous inquiétez pas que le président pourrait chercher à gagner du temps? Vous savez,
J'ai joué toute ma vie. Je m'en suis toujours sorti. C'est possible. Je pense que je suis plutôt bon dans ce domaine, mais je pense qu'il veut passer un accord. J'ai résolu 8 guerres. Je pense que ça fera 9. Je pense qu'il veut passer un accord. Je pense qu'il aurait dû gagner la guerre en une semaine. Si l'on n'avait pas donné les missiles anti-chars, les javelins, javelins comme ils les appellent, je pense qu'ils auraient pris Kiev très rapidement. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs dans la guerre, la météo, la chaleur, etc. Mais c'était un moment très intéressant quand les chars ont commencé à débouler, qu'il y avait des généraux vraiment, des prix Nobel qui ont dit « Allez, on va les rouler dans la gadoue ». Ils ont eu de la chance. Mais vous savez surtout pourquoi ils ont eu de la chance, c'est parce que je leur ai donné des javelines. C'est pas comme Barack Hussein Obama qui leur a donné des draps. Il leur a donné des draps. Moi, je leur ai donné les javelines. Les javelines sont des armes dévastatrices. Et ce n'est pas Obama qui leur a donné ça. C'est moi qui les ai donnés. Et vous en avez eu des centaines. Ce sont des armes dévastatrices. Nous avons beaucoup d'armes dévastatrices. Je préférerais ne pas les utiliser. Mais c'était un sacré moment, vous savez. Quand les chars se sont embourbés, ils se sont coincés, ils sont restés coincés. Alors je ne sais pas si c'est la chance, le talent, mais c'était un sacré moment. Je pense qu'actuellement les démocrates sont endommagés mentalement. Ils voulaient prendre 1500 milliards de dollars et les donner aux gens qui envahissent notre pays, les gens qui sont entrés clandestinement, les gens qui viennent de prison, d'établissements psychiatriques, des membres de gangs. Ils voulaient leur donner la couverture santé et prendre ça à nos citoyens. On ne fera pas ça. 1500 milliards de dollars. Ils voulaient détruire notre système de santé, mais ça, on ne l'autorisera pas. Y a-t-il des opérations de la CIA au Venezuela? Écoutez, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le monde. Il semblerait que Maduro proposait tout dans son pays, les ressources naturelles, et même qu'il vous aurait envoyé un message en anglais récemment. Il nous a tout proposé. C'est vrai, vous avez raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas déconner avec les États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you guys.